Au début du XIXe siècle, sous l'Empire, les femmes des classes aisées de la société ont porté des parures particulièrement éblouissantes. La mode est souvent liée à l'histoire. Elle le sera plus que jamais durant cette période qui fait suite à de grands bouleversements. Après la chute de la monarchie, le style Marie-Antoinette, avec ses coiffures hautes et volumineuses, disparaît. Les peignes exubérants aux formes asymétriques en métal découpé appartiennent désormais au passé. Derniers témoins d'une époque révolue, ils feront place à des formes beaucoup plus strictes. La mode de la perruque est oubliée. Ce portrait de Saint-Just, révolutionnaire initiateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, marque bien la rupture qui s'est opérée dans la manière de se coiffer. Bonaparte, premier consul, porte lui aussi les cheveux mi-longs. Il les relève parfois en un chignon maintenu par un peigne. Le peigne d'homme, empire, se caractérise par un médaillon central ou 3 médaillons, souvent ornés de camées comme sur ce bel exemple. Après les terribles années de la Grande Terreur, à partir de 1795, la plupart des jeunes femmes d'origine noble s'étaient coupé les cheveux en souvenir des condamnés à l'échafaud. Les coiffures portaient des noms évocateurs, à la sacrifiée ou à la victime ou encore à la Titus, faisant ainsi référence à la coupe de cheveux de l'empereur romain Titus Flavius. Cependant, le courant néoclassique qui prévaut maintenant impose les coiffures à l'antique et fait disparaître les cheveux courts pour les femmes. Depuis le Directoire, 1795-1799, les femmes ont adopté la silhouette grecque, une taille haute remontée sous les seins, un large décolleté, une longue robe diaphane. Les peignes sont encore de taille modeste et le motif du médaillon toujours en vogue. Napoléon comprend très vite le parti qu'il peut tirer de ce goût de l'Antiquité pour relancer l'industrie du luxe mise à mal par la Révolution. Il conforte ses références au passé antique en se sacrant lui-même empereur en 1804. Il confie alors le soin à Joséphine, devenue impératrice, de faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Régime. La société se codifie alors très fortement. Les règles vestimentaires doivent traduire classicisme et distinction. Les cheveux sont séparés en 2 bandeaux bordés de frisettes, tandis qu'à l'arrière, un peigne assure le maintien d'un haut chignon. C'est dans ce contexte qu'apparaît le peigne empire tel que nous le connaissons aujourd'hui, particulièrement harmonieux dans sa forme et précieux dans son décor. Selon l'orientation des dents, on le porte en diadème ou en peigne. Le bandeau est étagé de registres décoratifs d'un grand raffinement. On ne sait pas quel joaillier l'a conçu dans sa perfection formelle, ni quelle femme illustre l'a porté pour la première fois. C'est un bijou équilibré, abouti, et dont le succès ne se démentira pas durant des décennies, se poursuivant bien au-delà du Premier Empire. Pour se répandre et perdurer, un style doit être incarné par des femmes emblématiques. Joséphine assume de ce point de vue le premier rôle. Très coquette, elle a endossé les habits d'impératrice avec une grande aisance, et son goût immodéré des bijoux va s'exercer sans limite. Elle sera celle vers qui désormais convergent les regards, celle que la haute société s'empressera de copier. Sur ce portrait, elle arbore dans ses cheveux le type de peigne que toute femme voudra porter à son tour. Madame Récamier, peinte ici par le baron Gérard, est de celles qui ont inspiré leurs contemporains et participé à la diffusion du goût pour l'antique. Sous le Directoire, déjà, son salon est très fréquenté. Comme le montre ce tableau de David, elle aime se meubler en style étrusque et s'habiller à la grecque. Madame Tallien, autre femme d'esprit, fait partie de ces égéries. C'est justement dans son salon que Napoléon et Joséphine se sont rencontrés. Sur ce portrait, elle porte un peigne ourlé de perles de corail.
Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, figure parmi les princesses les plus élégantes de la famille royale. Hortense de Beauharnais, née du premier mariage de Joséphine, offre un visage à l'ovale parfait que son diadème encadre à merveille. Toute la cour impériale porte ses diadèmes et ses peignes richement ornés, qui s'imposent à la nouvelle aristocratie comme des ornements incontournables. Les parures conservées par le musée de Rueil-Malmaison sont particulièrement emblématiques de la magnificence de ces bijoux. Que ce soit des citrines ou des aigues marines, présentées ici dans leur écrin de velours bleu nuit, ou encore des améthystes qui donnent au peigne une importance majeure. Ce sont les riches heures de la famille impériale qui nous sont restituées ainsi par ces pièces de musée. La mode vestimentaire empire implique que les bijoux soient regroupés vers le haut du corps et de la tête. C'est pourquoi ce qui orne les cheveux est tellement valorisé. Le peigne diadème peut se suffire à lui-même et se passer des autres parures. Le modèle le plus en vogue, et qui le restera jusqu'à Napoléon III, est couronné d'une double et parfois triple galerie de perles de corail de taille dégradée. Il est porté ici par Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine. Le voilà en couronne, juste enfoncé dans le chignon, de façon à rendre la galerie de coraux bien apparente. Si l'on aime les classiques, on apprécie aussi les créations originales et Creative Museum a pu collecter des pièces qui retiennent particulièrement l'attention. Ainsi, ces rubis lumineux, sertis dans un support de bronze doré filigrané qui s'ordonne en ovale régulier, ou ces camées représentant des profils ou des scènes à l'antique, insérés dans une dentelle de bronze doré très ouvragée, avec un sens de l'équilibre et de l'harmonie toujours parfait. On imagine l'effet que produisaient ces camées lors d'un dîner éclairé par des candélabres. Dans les soirées mondaines ou à l'opéra, on arbore, selon ses moyens, des peignes à pierres précieuses ou semi-précieuses, ou encore des imitations en cristal taillé. Le motif de la guirlande est très prisé, associé ici à des corbeilles de fleurs. Le bijoutier favori de Joséphine reste Nitto, l'ancêtre de la maison Chaumet, place Vendôme à Paris, mais les joailliers parisiens rivalisent d'inventions pour le concurrencer et répondre à la demande croissante de nouveautés. Ce peigne orné de pattes de verre bleu incrustées de poudre d'or correspond au goût pour l'Égypte antique, née des campagnes napoléoniennes. La petite couronne de laurier est à elle seule le symbole de l'empereur. Les journaux de mode s'amusent à attribuer à chaque type de femme une pierre précieuse particulière. Voici leur prescription. Les perles sont pour les élégantes qui vont au bal. Les diamants pour les douairières, les émeraudes et améthystes pour les mères de bonne compagnie, les grenats pour les petites filles, l'ambre pour les grisettes. Quant à l'acier, il est pour les jours de concert, le jais pour les jours de cérémonie et le strass pour les actrices. La partie ouvragée du peigne est amovible. Ainsi, une femme élégante peut adapter le bandeau de son choix à sa tenue. Différentes parures accompagnaient les tenues du matin, de l'après-midi, du soir, ainsi que les costumes officiels. Certaines, modestes de taille, attiraient cependant l'attention par une recherche ornementale expressive, puisant son inspiration dans le monde antique. On sait que le bélier, symbole mythologique de puissance et de fécondité, était également associé à de nombreux dieux dans l'Égypte ancienne. Ornement courant en architecture depuis l'Antiquité, la grecque est ici mise en valeur par 2 rangs de perles fines fixées sur un bandeau à maillage doré. Les extrémités guillochées évoquent le motif de l'abeille, cher à Napoléon.
Ces peignes de jour sont devenus rares. Leur recherche décorative et leur beauté sont des témoignages précieux du raffinement de cette société. Grappes de raisin en perles fines, feuilles émaillées de verre, médaillons et festons dorés forment un décor d'une extrême délicatesse. Plus élaborés encore, des motifs floraux en perles fines enrichissent un motif de guirlande qui se déroule sur l'or d'un bandeau guilloché. Ces superpositions d'éléments décoratifs exigeaient des orfèvres minutie et précision. Si l'on portait un peigne de petite taille l'après-midi, le soir, on rajoutait un diadème et même des fleurs, et il fallait du monde pour ordonner la toilette. Les tableaux des grands peintres, comme ce portrait d'Hortense de Beauharnais par le baron Gérard, servaient de modèle aux gazettes pour diffuser l'élégance à la française. Une certaine fantaisie régnait dans la manière de placer ces parures dans les cheveux, par exemple sur le côté, pour retenir des boucles, et mettre ainsi en valeur un arceau galbé comme sur ce modèle, ou un motif particulièrement expressif comme ce tête-à-tête de 2 dragons enroulés autour d'une guirlande. Le décor du peigne pouvait en revanche être tout à fait modeste. L'acier poli avait été mis à l'honneur car il était une alternative à des matières plus nobles mais très onéreuses. L'usage de ce métal en bijouterie se répandit sous l'Empire et en vint à être considéré comme parfaitement fin et élégant au point de dépasser le prix de l'or. Taillé à facettes comme une pierre précieuse, il était apprécié pour son éclat, plus doux et soyeux que celui d'un diamant. Joséphine adorait ces parures en acier facetté, et bien sûr, toutes les femmes de la cour en raffolaient, jusqu'à en posséder plusieurs exemplaires. La fonte de Berlin était également en vogue. La mode s'en était répandue en Europe à la suite de l'invasion de la Prusse par les armées napoléoniennes en 1806. Durant cette période, pour participer à l'effort de guerre, les femmes prussiennes avaient échangé leurs bijoux d'or contre ce métal, traité dans les fonderies de Berlin. Ces peignes sont devenus rarissimes. À part quelques collections particulières, on ne les trouve que dans les musées. Celui que possède Creative Museum n'a plus ses dents d'origine. La plupart des camées ont malheureusement disparu, sans doute prélevées pour embellir quelque autre bijou. La base la plus répandue reste le bronze doré, mais le vermeil, de l'argent doré, et la pomponne, un alliage à base de cuivre imitant l'or ou l'argent, sont également très prisés. Le mélange d'or jaune, rose et gris rehausse la beauté des motifs qui ornent les galeries et vient apporter un supplément de beauté. Ces bijoux de tête, chargés le plus souvent de minuscules perles en verre soufflé, étaient naturellement destinés à flatter la coquetterie des femmes. Mais ils ont pour une bonne part contribué au prestige de la société impériale. En étalant ces richesses, celle-ci cherchait à éblouir les souverains étrangers et les cours européennes. Comme l'a dit Roland Barthes, l'homme a très vite délégué à la femme l'exposition de sa propre richesse. Ainsi, ces peignes chargés d'histoire nous restituent les fastes d'une époque. Ils ont cependant acquis avec le temps une beauté intemporelle qui fait presque oublier les 2 siècles qui nous séparent de leur création.